Nous voilà déjà pour le 15e numéro de l'histoire de la photo avec le studio Déclic. Et aujourd'hui, vous allez assister à un accouchement. Un accouchement qu'on avait pressenti au préalable pendant 15 épisodes précédents, celui de la photographie comme art pur, comme art en soi. Et on va le voir avec les petits dossiers qui sont là, avec Malevich, parce que une des premières raisons, alors si on fait un petit inventaire, mais très rapide de ce qu'on a vu avant, on a vu que des gens comme Adjet travaillaient en série, donc il y avait quelque chose qui faisait que ce n'était plus le sujet tout à fait qui était l'intérêt de l'art photographique, mais aussi le travail de rapprochement des images entre elles. On a vu que Nadar exploitait le cadrage, la lumière, la netteté, c'est-à-dire des choses qui étaient spécifiques à la photographie. On a vu que ça accompagnait aussi les mouvements urbains de transformation et de vitesse. C'est pour ça que le mois prochain, je parlerai non plus de temps, mais d'espace, puisque le paysage va être transformé et la façon de peindre le paysage par la photographie. Et puis, ce qui fait qu'on va accoucher de quelque chose aujourd'hui, c'est que avec le petit point, vous voyez ma souris, Malevich, on va parler de peinture d'abord, parce que la transformation de l'abstraction, le fait qu'un artiste, un des 4 inventeurs à qui on attribue l'invention de l'abstraction, il y a quelque chose de plus important chez Malevich que chez Kandinsky, Kupka, Delaunay, c'est la partie philosophique qui l'intéresse, c'est-à-dire l'espèce d'image poussée à son extrémité, qu'on va retrouver aussi chez Rodchenko, qui est à la fois peintre et qui va abandonner la peinture pour ne faire que de la photo. Et le glissement que je cherche à décrire aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire, la photographie est influencée par la peinture abstraite. Elle va se structurer, trouver une géométrie, une façon de composer très importante dans l'Union soviétique. Et à partir d'actualité, on commencera bientôt. Vous voyez que l'histoire de l'art, c'est toujours de la politique et de l'actualité continuelle. On ne parlera pas d'avant-garde russe, mais on verra que, et je ne sais pas le faire encore, que certains d'entre eux sont ukrainiens, certains d'entre eux sont lettons, certains d'entre eux viennent d'endroits très différents, et que dans la relecture qui se fera dans les années à venir, justement, l'influence, par exemple en Ukraine, de l'anarchie, qui a un rôle très important dans les luttes de 1917 pour l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, ben, ça a un impact sur les écoles d'art et sur la façon dont les artistes travaillent. Donc c'est toute une histoire de l'art qui sera à écrire, pour laquelle je ne suis pas en mesure de dire plus que ça. C'est déjà de dire que tout ça se transforme. Alors je disais, au contact de la peinture, on va le voir avec Malevich, et puis on va découvrir Gustav Klutzis, qui est le premier à faire des photomontages en URSS, qui est URSS qui vient de naître, en fait, qui vient d'accoucher dans la douleur. On le voit avec cette petite image, ça peut suffire, c'est un peu rapide. Voilà, le XXe siècle commence en 1917. En pleine guerre mondiale, c'est pas rien comme impact. S'ouvre une ère nouvelle, une lueur embrase l'Est, le tsarisme s'effondre, des Russes blancs qui migreront, et toute cette. On pourrait faire une histoire de l'art par les migrations, d'ailleurs, parce que ça. Déplacement des Russes vers la France, et juste après, on va parler de Lissitzky, qui justement, parce qu'il est juif, aura du mal à pouvoir suivre des cours et enseigner dans les premières années de la Révolution. On va découvrir enfin Rodchenko qui abandonne complètement, et c'est la conclusion finalement de notre arrivée pour que l'art soit reconnu dans la photographie. Il va abandonner la peinture. C'est un art bourgeois. Et la peinture, la figuration, pas efficace, trop accroché à des repères anciens, ce qui est vrai. Alors, la figuration, c'est un enjeu qui est passionnant parce que justement, les artistes qu'on va avoir là, et Malevich on est la bonne illustration. J'ai fait un détour assez rapide, je vais tenter, puisque les premières peintures de Malevich en 1904 font penser à de l'art, la fin de l'art impressionniste, 1872, 1880, mais il suffit de voir Boldini qui est exposé en ce moment à Paris pour voir que la façon de représenter la réalité, la façon dont les courants perdurent jusque dans les années 20 peut être un signe
soit de conservatisme, c'est-à-dire on a créé l'impressionnisme dans les années 1870, c'est devenu à la mode, et puis la grande bourgeoisie, la noblesse l'achète, et donc en 1920, on continue à peindre comme ça. Et puis aujourd'hui, on est en train de regarder autrement des créateurs qui ont continué des façons de travailler. Donc ce que je voudrais regarder là, c'est justement que cette figuration, elle va être au cœur du travail de Malevich. Voilà, en 1906, c'est écrit en haut, portrait d'un membre de la famille de l'artiste. Et le travail de Malevich est absolument marqué, comme tous les jeunes gens de cette époque-là, par l'avant-garde en train de se faire, par l'imprégnation, par les voyages, par les livres, par la réception des grandes expositions. Et vous savez sans doute qu'il y a des grands collectionneurs en Russie, justement, en URSS, si je glisse de l'un à l'autre, parce que, on va dire, c'est un peu gonflé de dire ça, mais je vais mettre on va dire soviétique. Ce sera plus simple parce que c'est pas encore tout à fait arrivé. En même temps, c'est une habitude de langage complexe. Justement, cet enjeu de figuration, c'est que Malevich va peindre des personnages, va passer petit à petit, prendre la leçon de Cézanne, et puis voilà, il écrit un livre, je vous dis, c'est très important chez Malevich, de Cézanne au suprématisme. Cézanne a pris conscience de la cause de la géométrisation. Il nous a indiqué que le cône, le cube, le sphère sont des principes qui construire la nature, c'est-à-dire la géométrisation, c'est pas hasardeux. Ici, c'est une femme avec des seaux, donc on peut représenter la réalité, mais en montrant que même des choses, petit bémol avec ce que j'ai dit il y a quelques mois, il n'y aurait pas que l'urbain, la vie moderne qui serait moderne. Ça pourrait être chez les paysans, ça pourrait être dans des sociétés très différentes. Et c'est un des enjeux de la révolution marxiste en Chine, voire de la photo et de la peinture chinoise de ces années-là, on va s'y pencher. Et puis, même chose en URSS, justement. Donc, on peut prendre des sujets qui sont finalement assez traditionnels, hein, des baigneurs, voilà, une femme avec des seaux, de la moisson du seigle. On va représenter des choses qui font partie de la valorisation du travail, ouvrier ou paysan, voilà, du travail manuel, du travail de la vie de tous les jours. L'art est là pour montrer ça. Et là aussi, une chose qui fait que je fais un focus sur l'avant-garde soviétique, c'est que c'est la première fois et presque une des seules que des artistes se mettent vraiment au service d'une idéologie et y croient fermement. C'est-à-dire que si on compare avec ce qui se fait, là on est en 1912, le cubisme de Picasso, pas d'idéologie particulièrement, l'abstraction de Kandinsky non plus. Si on cherchait, c'est une taquinerie, mais c'est l'idéologie de la modernité en tant que modernité, c'est-à-dire on va montrer qu'on est moderne. C'est un langage, cette abstraction qui va en architecture, par exemple, se retrouver dans le style international. L'abstraction, ce qui est vertueux, c'est que ça peut se mettre partout, en fait. Et donc, c'est un langage dépolitisé, en un sens. On va voir que l'enjeu est de taille en général et pour la photographie en particulier, mais l'abstraction, on peut mettre de l'abstrait partout, quelle que soit sa religion, son pays, sa culture. Mais on se rend compte dans l'histoire de l'abstraction que c'est plus compliqué que ça. Et qu'il faut aussi tirer des fils entre l'abstraction qui vient de France, d'Amérique du Sud ou de Russie. Ici, il s'agit encore de montrer la réalité. C'est pour ça que l'idéologie est importante. Il faut montrer le travail, il faut montrer le courage du travail, le fait que tout un pays est en train de se construire ensemble. Et ce qui est un peu particulier, je disais cubiste, il y a de l'idéologie chez les futuristes qui sont plutôt une idéologie, on va dire, d'extrême droite pour aller vite. Là aussi, ça demanderait des nuances, mais c'est pas facile de faire de la simplification. Mais dans ce qui peut être de création purement liée à l'abstraction, on va avoir des artistes, je pense à Mondrian, je pense à Van Desbourg, Kandinsky, des choses qui se rapportent plutôt au spirituel qu'à une ligne politique, ce qui n'est pas le cas du tout de nos trois photographes, artistes, photographes du jour, Kloutsis, Lissitzky et Rodchenko, puisqu'ils vont adhérer à des associations, à des communautés, à des programmes politiques, voire pour certains d'entre eux, soit y adhérer à tel point qu'ils vont être tués, assassinés,
Et soit parce qu'ils vont totalement à l'arrivée de Staline. Cette période que je décris, cet accouchement, il ne dure que 7 ans. À l'arrivée de Staline, être mis à l'écart et devoir complètement revenir en arrière, voire, entre guillemets, demander pardon pour toute cette modernité. Chez Malevich, il y a une imprégnation de cette fascination par la machine qui vient des Italiens et aussi du vorticisme anglais. Voilà le jeu, ce que décrit le petit commentaire, l'outil principal, la scie. Clune, c'est un des premiers fidèles, il est sculpteur à la scie, ben, elle se retrouve en train de découper le visage de Clune. On a encore quelque chose d'un peu figuratif, mais on a dans le rendu, dans la découpe, des choses qui font penser au cubisme, mais aussi des choses qui feraient penser à Fernand Léger par cette fascination un peu métallique pour les dégradés de machines. Et puis, il y a une peinture de Malevich de jeunesse, entre guillemets, que je trouve très intéressante. Vous voyez, elle s'appelle Éclipse partielle avec Mona Lisa. Ben, tout simplement parce que c'est du collage. Le collage, on l'a vu, a beaucoup nourri la photographie, a beaucoup fait entrer la photographie dans l'art, puisque cet accouchement que je veux révéler, c'est celui de la photographie en tant que telle, qui va utiliser les moyens propres à son propre médium, ne plus copier la peinture, mais même ici, s'en nourrir, puis s'en détacher, puis faire disparaître la peinture. C'est quand même pas un petit engagement. Et puis, à la suite, se servir de la photographie pour faire des affiches, pour faire de la publicité, pour utiliser des slogans, du cinéma, des choses qui doivent convaincre tout le monde. L'idéologie qui est derrière, et c'est ce qui différencie moralement, c'est une question pour laquelle je ne vais pas me frotter, bien évidemment. Comparer l'atrocité du nazisme et du marxisme soviétique de ces années-là, artistiquement, c'est vite fait. C'est la créativité de l'avant-garde russe d'avant Staline est prodigieuse. C'est-à-dire que ce qui s'y passe est tout à fait intéressant puisque les artistes vont fonder une nouvelle façon de faire de l'art. Et ici, dans cette petite éclipse partielle de Mona Lisa, ben, on a un découpage qui s'intègre à de la peinture, qui s'intègre à de la typo, et puis on pourrait presque penser que ce serait il est contemporain de Duchamp. On n'a pas beaucoup de connaissances sur les porosités de l'un à l'autre, hein. Comment ces artistes-là vont voyager, on va le voir pour Lissitzky, puisqu'il va être envoyé par l'Union soviétique à Berlin en 1921 pour charger de promouvoir officiellement l'art soviétique. Et il va utiliser la photo. Voilà. On voit bien que l'idéologie va nourrir les ambitions de tout le monde. Des difficultés à savoir, puisque l'autre enjeu, cet art est politique profondément, va utiliser la photo parce c'est nouveau, ça montre les choses telles qu'elles sont, c'est multipliable pour des discours idéologiques, et puis c'est vrai bourgeois. Mais il y a une autre tendance qui se retrouve dans ce petit tableau-là, c'est que, ben, en fait, avec cette Union soviétique qui naît et cette grande guerre, et cette révolution communiste, et puis cette guerre civile qui va suivre après 17, ben, l'Union soviétique est très isolée. Et donc ces artistes vont travailler en communauté, s'imprégner et fabriquer un art qui ne doit pas à qui que ce soit. La photo est là, la Joconde est là à la référence, le jeu des magazines et des revues comme moteur de création dans une société où les images se développent et circulent énormément, on l'a vu, mais en plus elle est rayée, elle est biffée. Voilà. Et ce que dit le commentaire de Marcadet qui est très intéressant, c'est qu'en plus de cette Joconde comme symbole de la peinture ancienne, voilà, elle est barrée, on s'en fout de la peinture ancienne, c'est fini. La déchirure indique que c'est une reproduction. On passe à autre chose en fait. On est en train d'inventer un art totalement nouveau. C'est aussi une idéologie qui est partagée avec l'Europe, le monde entier, et dont on sort aujourd'hui. Hein. Après cette postmodernité des années 1990, on va dire ça comme ça. Mais dernière chose, c'est pas mal important, c'est que éclipse partielle, l'art ancien jugé sans intérêt est à l'encan. Tout doit disparaître parce que ce qui menace, c'est un carré noir. Un carré noir qui est ici, qui est en train de menacer la Joconde qui se déchire. Parce que le travail de Malevich, et j'en finis, intègre des éléments en vrai, des collages. On l'a vu chez Schwitters, on l'a vu chez les dadaïstes.
Et j'attendrais bien une exposition qui comparerait ce que les dadaïstes ont fait, ce que l'avant-garde russe a fait. Ce serait très intéressant de voir de quelle façon voilà, cet aviateur de Malevich est marqué par le futurisme anglais, ce qui est le vorticisme anglais, on n'en voit jamais en France, c'est un peu dommage. J'en vois quelques fois à Beaubourg un peu. Et il y a eu une expo qui consacrait une petite partie de ça. Comment les échanges d'humains, de circulation, de voyage, de migration vont transformer l'avant-garde et comment justement il est difficile d'en faire une sorte de récit unique. Voilà, un Anglais à Moscou, voilà, vous voyez, c'est quand même l'occasion de le dire, des flèches, de la typo, en plus cette écriture cyrillique qui est une petite merveille d'abstraction, puisqu'on voit que c'est écrit, mais en même temps on ne reconnaît pas un mot quand on est français par exemple. Et puis, ce que Malevich dit, puisque j'insiste sur le fait que sa théorie va marquer beaucoup Lissitzky qui va, euh, et Cloutis qui seront ses élèves, quand disparaîtra l'habitude de la conscience de voir dans les tableaux de la représentation des petits coins de la nature, des Madones ou des Vénus impudiques, alors nous verrons l'œuvre picturale. C'est-à-dire quand il n'y aura plus rien à regarder, on verra l'œuvre picturale. La peinture, ça doit être des formes, purement des formes, qui sont, on pourrait se dire, voilà, c'est ce qu'il va appeler c'est un autoportrait en 2 dimensions. Il y en a pas mal à Amsterdam, si vous avez l'occasion, un musée Malevich à voir. Avant d'arriver, j'y viens tout de suite, à ce carré blanc sur fond blanc. Mais cette géométrie devient très importante, cette simplification, ce jeu de formes très très simples, mais qui jouent l'une avec l'autre. Oui, rien n'est droit, c'est pas du tout, c'est pas Mondrian, c'est pas statique. D'ailleurs les carrés sont peints à la main. On voit la matière elle-même, on voit le scotch entre guillemets qui a servi à masquer. Tout ça doit vibrer quand même. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie. D'ailleurs, c'est pas du tout figé. Beaucoup d'éléments sont très dynamiques, beaucoup d'obliques, beaucoup d'éléments qui ont l'air de superposer les uns devant les autres et de flotter. C'est aussi une abstraction très différente de celle de Kandinsky, qui a l'air un peu comme Miro, qui a l'air de danser, qui a l'air de se balader à droite à gauche et qui circule peu. Là, on a un mouvement général et puis des contre-mouvements. Et on va voir que ça va nourrir la photographie de Rodchenko, de Cloutis et de Lissitzky. Une expo futuriste, et j'en finis, 1915. Le sous-titre de Dostoïevski, qui est de la citation de Dostoïevski, le réalisme, quel coup bas, c'est une merveille. Voilà, la peinture carré noir sur fond blanc, la fin de toute la peinture, la fin de l'art, consisterait à ne faire des formes qui ne soient plus que des icônes. Je joue avec les mots. L'icône est une représentation de Dieu, mais on pourrait imaginer une icône abstraite qui serait le pur plaisir de la peinture. Et pour ceux qui le regardent, puisqu'il est exposé comme une icône religieuse dans un angle, c'est de cette façon-là qu'on l'expose à l'Est, ben, on peut à la fois y voir quelque chose d'anarchiste, c'est-à-dire c'est la fin de tout, il n'y a plus de représentation, il n'y a plus d'image, il n'y a plus de spectacle. La peinture vaut pour elle-même, c'est les habitudes de reconnaissance, d'écriture, de fiction, c'est un truc de bourgeois, c'est vrai. Et en même temps, d'autres l'interprètent comme une espèce de religion nouvelle, de croire dans la radicalité de la forme pour la forme. Rodchenko va faire plusieurs toiles, carrés, ronds et croix, qui, vous le voyez, sont jamais très alignées. Et puis, il reviendra à ce qu'il appelle le suprématisme. Si vous avez l'occasion, lisez des textes de Malevich, c'est très, très intéressant. C'est une sorte de radicalité. Alors là, je vais y aller fort parce que personne ne pourra me contredire, mais une radicalité. On est dans les années 20, c'est presque dans ces années-là que Heidegger écrira Être et néant. Et il y a plus de radicalité, de rapport au néant chez Malevich que chez le philosophe allemand, qui pourtant est très, très célébré. On a exposé il n'y a pas très longtemps à Beaubourg aussi ce qui s'appelle les architectones. Architectones, je le montre vite fait parce que c'est génial. C'est une sculpture architecture, peinture, dans l'espace. J'en ai fait plein. Moi, quand j'en vois, je ne peux plus m'arrêter. Pourquoi je montre ça sur la photo? C'est que vous allez comprendre à quel point les compositions sont gérées par de la géométrie. À quel point la photographie va entrer dans la géométrie, et si ce n'est pas l'image elle-même, c'est son photomontage et son découpage. On peut se balader tout autour, c'est architectonesse. La radicalité à son maximum, et si Malevich est si important que ça,
pour ces artistes et dans l'histoire de l'art, il est très très souvent cité, où on parle plutôt de ce carré blanc sur fond blanc comme si c'était la preuve d'un foutage de gueule de l'art contemporain. Non, c'est une sorte de radicalité qui, elle aussi, est peinte à la main très finement. On voit très bien le carré qui se déplace sur le reste. Et il faut qu'on le voie. C'est pas du tout pas peint, c'est pas de la toile toute seule. Et puis, pour finir, le retour de Staline dans les années. Voilà, Lénine meurt en 24 et l'essor du stalinisme voit le déclin progressif de l'avant-garde artistique. Le réalisme soviétique s'impose 8 ans plus tard. Et Malevich, qui est entre guillemets intouchable, il faudra qu'il se mette à repeindre normalement. Et l'autoportrait qu'il fait presque à la fin de sa vie est une petite merveille. Le voici ici, on dirait presque de la peinture réaliste à l'ancienne, mais il y a sa signature qui est un petit carré noir sur fond blanc. Il est devenu enseignant dans ces écoles qui s'appellent VKUTEMAS, c'est un VKOUTEMAS, désolé pour mon absence totale de prononciation, qui vont appliquer cette radicalité, cette abstraction, ce nouvel art qu'il a contribué à créer, pas seul. Il y a Pefner, il y a Archipenko, je finirai avec Mayakovsky en poésie, de la radicalité qui amène à créer autrement pour tout le monde. Et nous voici avec nos 3 photographes. Clotis, on voit immédiatement, vous voyez, son nom peut s'écrire Klutis ou CIS. Dit Clotis, c'est la prononciation qui nous aide. Premier photomontage d'Union soviétique. Et les œuvres en peinture de Clotis sont marquées par ce que fait Malevich, c'est-à-dire une radicalité, une simplicité de couleurs. En même temps, c'est assez beau, hein, c'est très, très subtil de couleurs. Ça pourrait, c'est facile avec 100 ans de recul, ça pourrait faire penser à des exercices pour étudiants en art appliqué, c'est-à-dire de jouer avec des formes, de jouer avec le décentrement, rien n'est centré, rien n'est. Oui, on est sur des obliques, ça part sur le côté, ça a l'air de venir vers nous, ça a l'air de. Vous voyez, c'est à la fois vertical ici, oblique sur le côté, ça a l'air de partir, ça va dans tous les sens de l'espace. En même temps, ça flotte sur un fond qui est assez blanc, mais ça n'a pas l'air d'avoir de la lourdeur. C'est assez étonnant à expliquer. On ne sait pas si on est du dessus, si on est du dessous. Ça a l'air d'être matériel, mais ça a l'air d'être léger. C'est ça qui est assez prodigieux. Clotis fait ce type de peinture qui fait penser à ce que fait son prof, mais il est le premier à intégrer de la photographie à l'intérieur et ça s'appelle Ville Dynamique. On est en 1919, en pleine révolution soviétique. Parce que ce qu'on va demander avant que Staline ne ferme le bal, c'est à ces artistes de l'avant-garde. Ils sont bien plus soutenus et bien plus sollicités que l'avant-garde dans le reste de l'Europe, qui doit batailler un peu tout seul. On leur demande de faire passer des messages. Alors, il y a à la fois une fascination pour la géométrie. Pour ceux qui savent ce qu'est un petit spirographe, les petits outils pour faire des roues crantées qui permettent de faire des dessins qui s'imbriquent les uns dans les autres. On a une structure qui a l'air dans l'espace de flotter, qui va nous donner l'occasion à Clotis de faire des photomontages en se servant d'abord, et là il y a 3 âges dans le photomontage qui sont assez intéressants, notre accouchement du jour, la photographie en tant qu'art pur, et pur au sens justement plus bourgeois, plus anecdotique, pour un discours facile à comprendre, qui s'adresse à tous, reconnaissable, et qui devient même un langage. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. On accouche d'un langage, en fait, ça parle tout seul. Il y a plusieurs étapes dans l'utilisation de cette photographie, et nos 3 photographes, Clotis, Lissitzky, Rodchenko, ne vont pas utiliser tous la même chose. Lissitzky, par exemple, va faire des photogrammes, il va poser des objets sur la plaque. Rodchenko ne fera pas ça, il va plutôt utiliser la photographie telle que. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a, dans les premiers temps,
Les photomontages vont utiliser des photos de magazines, déchirées, découpées, comme on l'a vu avec les photocollages dadaïstes. Mais langage qui se nourrit lui-même. Ici, des couvertures de livres qui valorisent le cinéma. Cinéma qui a des choses à raconter. Vertov, Eisenstein, d'immenses artistes. Hein. Là, on cite que les deux plus fameux, mais il y a quand même à faire hein, et à voir. Mais petit à petit, au lieu de, comme Schwitters, récupérer dans les poubelles des images qui ont été préfabriquées par d'autres, qui ont été abandonnées et sur lesquelles on réinvestit quelque chose, ou au lieu de prendre la Joconde qu'on déchire, comme l'a fait Malevich, on va fabriquer les photos à dessin, c'est-à-dire on va avoir l'idée de les utiliser comme derrière moi. On fait la photo de Lily Brick qui va après être utilisée pour une affiche. Alors je suis passé un peu vite, des objets de la vie de tous les jours, des systèmes pour diffuser le son en plan, en vrai. Des couvertures de magazines, le revoilà. On est en 1925. Et puis un sens de la diagonale, de la ligne oblique qui est comme un soleil hein, qui va en s'évasant, qui est une petite merveille. On n'a plus beaucoup d'objets comme ça avec des petites rayures. C'est très marqué et très daté. Vous voyez que sur la chemise, je n'ai pas suivi. Voilà, le jeu de typo qui va petit à petit c'est plus un mot. Chaque lettre est d'une couleur différente et donc on a tendance à lire les rouges ou les noirs, à ne plus savoir dans quel ordre ça se lit. Dans le bas, à superposer sur les mots eux-mêmes d'autres mots, d'autres signes. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a un langage qui s'invente par la typo, par le jeu de l'image et du texte, par l'insertion du texte dans l'image et de l'image dans le texte. Il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est une autre forme. Il peut y avoir des mots dans la peinture, c'est un enjeu qui est très passionnant. On pourrait faire une histoire de l'art par ces mots dans la peinture, mais là, il y a quelque chose, on peut prendre en photo des mots dans la rue, mais là, il y a quelque chose qui se joue, qui fait qu'il n'y a plus de frontières entre le graphisme, entre le design, entre le photographe, entre l'architecte d'intérieur, en un sens. Tout va se mélanger et tout simplement parce que cette idéologie cherche à ça. Elle cherche à ce que la vie soit partout. Voilà Claude Six en photo avec Koulagina qui deviendra sa compagne pour des socialistes construction. Il est tout à fait lié, vraiment très très impliqué sur ce rôle social et sur le service qu'il veut rendre à l'Union soviétique. Et on pourrait dire que les photomontages qu'il va commencer à créer, vous le voyez maintenant, sont liés à son travail pictural. En fait, il va abandonner petit à petit son travail pictural et il va utiliser ces grandes dynamiques, ces grandes lignes de composition, ce jeu du fond. Vous reconnaissez régulièrement Lénine, un jeu de centralité, oui, un axe qui a l'air de distribuer l'ensemble avec des Lénines dans tous les sens. Ça en paraît avec le recul, hélas, c'est quand même, mais que je recite un petit peu, de 36 à 38, 7 millions de personnes arrêtées pendant les grandes purges staliniennes, 3 millions d'entre elles exécutées ou mourir en prison, c'est quand même c'est pas petit. Hein. Et donc, cette espèce de fascination pour un modèle unique, pour un leader, semble aller à contre-courant de cette envie de collectivité. Et c'est un enjeu qui est très passionnant, pas parce que, avec le recul, on pourrait se dire, oh, ok, c'était une dictature à nouveau cachée. Oui, c'est pas ça. Il y a un truc qui est bien plus intéressant, les enfants, c'est cette idée que l'art, jusque-là, si on appelle ça bourgeois, c'est pas pour rien, lié à l'aristocratie, il est depuis la Renaissance lié à un auteur qui signe, qui est reconnaissable, qui a un style. C'est Vasari qui apporte ça. Il n'y avait pas ça avant. Hein. Avant, c'était un artisan. Et là, ce qui se joue, qui est intéressant, en détournant l'image, en la récupérant, en la multipliant, c'est aussi la disparition de l'auteur. Ou ça, en tout cas, son effacement derrière le message. Et ça,
une ambition qui va très loin, qui est très intéressante pour ça du point de vue artistique, c'est-à-dire est-ce que on peut faire disparaître le sujet, puis que la photo devienne autre chose et qu'elle soit entraînée vers autre chose. Par exemple, cette photo de Cloutis de 27 m'intéresse parce que dans l'idéologie, il veut montrer qu'il y a des enfants. Voilà, je viens de dire toute l'atrocité du résultat, mais l'intention, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans l'histoire de l'art pour le moment. Et, cette prise en compte des enfants, Rodchenko écrira des histoires, des contes pour les enfants, Mayakovsky aussi. L'artiste doit être partout, il doit être pour un art populaire et un art qui puisse se distribuer partout et se transmettre. Moi, je suis enseignant, alors cette idée-là me parle. Voilà, et si tout le monde faisait de l'art, qu'est-ce que ça ferait et si on donnait des outils pour que tout le monde puisse au moins le découvrir et que ce soit plus seulement Monsieur Jeff Koons qui signe un truc et qu'on vienne voir comment c'est. J'aime bien Jeff Koons en plus. Voilà, la série de chefs-d'œuvre de Cloutis, c'est que pour des séries de cartes postales, l'objet absolu, c'est ce qui me fait être passionné par l'art de cette époque-là, c'est que j'ai moi-même, je raconte pas ma vie, mais voilà, on découvre les images par des posters, par des pochettes de disques, par des autocollants, par des choses de la vie qui, à première vue, ne sont pas de l'art, mais qui, par la sensibilité au beau, à l'esthétique, à la composition, à la couleur, vous font rentrer dans l'art. Ici, cette coupure art savant, art populaire n'existe plus. Elle est censée disparaître. La série de cartes postales pour l'union de Spartakiada Sporting Event, toutes ces images sont au MoMA de New York. Voilà, la valorisation du sport, la valorisation du corps, de la réussite par le dépassement de soi, voilà, mais aussi les compositions en diagonale qui sont extraordinaires. Et dans celle-ci, l'envol de ce plongeur oiseau qui devient petit, 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 jusqu'à être tout petit, c'est extraordinaire. Parce que ça accompagne comme une sorte d'écho musical. L'ensemble a l'air de jouer avec les points, la typo passe derrière, la couleur accompagne ou déplace l'ensemble. C'est souvent composé sur cette croix, sur cet oblique en croix, qu'on a vu dans les peintures de Malevich et dans celles de jeunesse de Koutsis. Ça joue avec des photos qui sont vues du dessus, qui sont vues du dessous, qui est encore de Lénine, qui sont vues du très en dessous, qui sont donc découpées, qui sont recollées sur des fonds. Ce bloc, regardez, un bleu, un jaune, un rouge, mais le rouge se retrouve dans le mot qui, hop, revient vers le bleu et ressort en noir sur rouge. Le jaune, on n'en a qu'un. Et il fait énormément ressortir l'ensemble, mais il n'a pas l'air d'être isolé, puisque une petite suture de blanc, une petite suture de blanc, et ne faites pas dire qu'il ne l'a pas fait exprès, il y a une suture de noir là. Voilà, permet qu'il y ait un passage en fait de cette case jaune vers l'autre côté, et puis la morsure du rouge dessus. Et un petit chef-d'œuvre c'est pas par hasard quand même, ces Spartakiades de Moscou de 1928. Ça fait 14 cm sur 10, hein, c'est tout petit, c'est donc au MoMA, ben, c'est la lanceuse de poids, c'est-à-dire le fait qu'elle nous regarde et qu'elle semble nous défier et qu'elle semble représenter sous les yeux de Lénine, qui est encore à gauche là, ben, la jeunesse qui en veut, qui va y arriver, qui va aller plus loin. Ce sur quoi travailleront Rodchenko également, et ce sur quoi mon ami Régis Janté a écrit, c'est-à-dire si vous aimez le football et l'art, la Russie a beaucoup investi le football et, pour réussir et se faire connaître, l'Union soviétique, pardon, et Kiev justement, dans cette Union soviétique de foot, et s'est servi de sa réussite en foot pour être admiré par tous les gamins des années 30, 50, 60 en Europe. Et elle a bien joué le coup parce que les Américains en foot, ils sont nuls. En art, ils sont aussi bons. Voilà, mon ami Régis Janté a écrit un livre sur
cette opération politique que représente le sport et le foot en particulier comme vitrine extérieure pour convaincre le monde entier. Voilà, la dynamique fait que l'image peut être à l'envers, complètement métamorphosée. Des jeux de typos dans lesquels les éléments reviennent les uns sur les autres, dans lesquels ils se dynamisent les uns sur les autres. Vous voyez, Lénine n'a pas l'air du tout plaqué sur l'ensemble, c'est tout à fait curieux, tout à fait audacieux. L'outil, c'est un génie. Soyons simples, c'est série de cartes postales et puis des cartes postales. Où va se nicher le génie dans le fait de faire des photos soi-même, dans les faits de les réinvestir en les découpant, dans les faits de les recollant avec des fonds de couleur, avec des lignes. Et les lignes noires sont extraordinairement utiles pour faire une sorte de stabilité qui va en se dynamisant, d'ailleurs, parce que le grand personnage du haut aurait dû écraser tous les autres. Mais non, il est blanc, gris et noir de torse. Et que pour que le blanc ait l'air d'exister plus, il a une étoile rouge sur le ventre qui a été ajoutée. Toute cette matière est réinvestie par un artiste multiforme. Alors, la fin de Clouty, ça se finit mal, hein, cet accouchement, c'est des romans illustrés, des affiches, des livres, mais petit à petit, surtout, de la propagande au moment où Staline arrive au pouvoir, l'obligation de faire des images pour le pouvoir en place uniquement et sans discussion. Et puis, à son retour, il sera exécuté. On est les photomontages des Spartakiades, c'est 1928, et en 1938, Clouty s'est arrêté pour participation à une organisation nationaliste lituanienne et exécuté 3 semaines plus tard. Ce catalogue sur lequel je me suis appuyé, Musée de Strasbourg 2005, et encore plus étonnant, en 2007, ce film, L'homme qui créa l'image du paradis soviétique, c'est-à-dire cet homme russe qui serait l'avenir. Cet homme russe qui serait l'avenir, on le retrouve aussi chez Lissitzky, plus court, ce que je vais vous montrer. Lissitzky a un parcours encore plus étonnant, puisque illustrateur de contes juifs, il vient de l'Est également. Et puis, difficulté à pouvoir travailler, enseigner. Il va se retrouver invité par Marc Chagall, qui est ici. Là aussi, une très belle expo il y a très peu de temps à Beaubourg. Lissitzky est ici avec sa barbe et son bonnet. Il va illustrer des petits contes juifs à 4 mains avec Chagall. Et puis à Viterbsk, où il crée cette école, cette espèce de Bauhaus en Union soviétique. Ils vont inviter à venir Malevitch et Lissitzky. Malevitch sont plutôt partisans de la disparition de la figuration, ce à quoi Chagall ne se résout pas. Si vous connaissez l'œuvre de Chagall, vous comprenez pourquoi. Et là, la scission va se faire et Lissitzky va basculer sur de la radicalité abstraite. Avec cette œuvre qui est très importante en 1919 qui s'appelle Frappe les Blancs avec le coin rouge. Vous savez sans doute que les Russes blancs vont perdre et que on va les appeler les Russes rouges, si vous me permettez ce gros raccourci. Les voici à gauche en triangle en train d'entrer dans la forme et de les détruire. Un élément de narration ou de message politique juste par l'abstraction. Dans des séries de collages pour du théâtre, ce que Lissitzky va faire, le voici, l'homme soviétique, le nouvel homme, qui est l'avenir rêvé et valorisé dans beaucoup de créations. On n'est pas du tout avec des artistes qui sont innocents. Et c'est ça qui est intéressant avec l'art, c'est que même pour des mauvaises raisons morales, d'idéologie, de politique, il peut y avoir du bon art, de la création qui soit très forte. Et on vient de laisser Cloutis qui avait perdu de sa créativité sous Staline. Il y a de quoi, mais on a des artistes qui, jusqu'au bout, continuent à faire de la création qui soit passionnante. Voilà. C'était montré à l'exposition à Beaubourg. C'est quand même assez chic, un monument
pour une tribune pour Lénine uniquement. Voilà, la valorisation du guide de la Révolution à son maximum, mais dans une esthétique qui est, on est en 1920, Picasso en France est revenu à sa période ingresque, c'est-à-dire à une figuration, même s'il décore les ballets russes, il est revenu à quelque chose qui est bien moins radical que ça. La radicalité soviétique est à son maximum entre 17 et 24, 7 ans. Les photomontages de Lissitzky, qui mélangent vraiment ouvertement le graphisme de, on va dire, à la Malevich, avec de la photo. Voici les travaux eux-mêmes. Alors, il appelle ça des PRON, c'est un acronyme, c'est Pro Unovis, sont des projets pour l'affirmation du nouveau en art. C'est-à-dire que vraiment, ces artistes, ces intellectuels, qui ne sont pas en statut d'intellectuel, ils sont comme des ouvriers payés de la même façon et dans des collectifs, normalement, produisent pour tout le monde. Et donc, l'objet de ces prendre, c'est de faire advenir par l'image, alors l'image, si ça ne représente rien, c'est une image quand même, une nouvelle esthétique, une nouvelle façon de voir le monde, une valorisation des machines, du travail donc, et du savoir-faire industriel. Voilà, une très belle image de Lissitzky, la main et le compas, on a tout résumé avec un travail de typo redoutablement efficace aussi. Et puis, un des premiers chefs-d'œuvre de Lissitzky, voilà, c'est un autoportrait. Vous voyez le chemin parcouru, je peux donner des exemples, hein. Il avait une barbe, un chapeau, un bonnet, des grands cheveux. Et l'artiste romantique, c'est l'artiste bourgeois, c'est l'artiste d'avant. L'artiste d'aujourd'hui n'a pas de cheveux. Il a un pull à col roulé, c'est un ingénieur, c'est un intellectuel, et tout le monde va faire ça. Et Mayakovsky, une gueule de poète qui va te casser la gueule, redoutablement efficace. Voilà, un des chefs-d'œuvre de Lissitzky, l'autoportrait de 1924, qui s'appelle Le Constructeur, à la fois de la lettre, ici, son nom, L. Lissitzky, un carré noir, un clin d'œil, une flèche qui va vers L. Lissitzky, L, qui est son acronyme. Certains ont dit que le XYZ était un système de coordonnées comme en mathématiques, ou une question de rayon X, puisqu'on voit très bien que le visage de Lissitzky est parcouru par sa propre main. Mais aussi une allusion possible que j'aime bien, c'est Lissitzky va partir en Europe et va, je vous l'ai dit, représenter à Berlin l'art soviétique dès 1921. Là, on est en 24. Il va faire beaucoup de ce travail-là en Europe avant de revenir pour des raisons de santé en Suisse, puis en Union soviétique. Et c'est par la photographie qu'il décide de faire ça. Donc, tout ce travail d'abord photomontage, puis photogramme, c'est-à-dire des objets posés, puis des combinaisons, ce qu'on a sous les yeux ici, il le fait pour un groupe d'architectes suisses qui s'appelle ABC. Donc, que l'allusion XYZ soit une réponse, c'est aussi intéressant. Le carré noir, on l'a dit, l'autoportrait en ingénieur, c'est de la même façon. Et puis, enfin, le titre, puisqu'il appelle ça, cette série depuis 1921, Photopis, Photopis, c'est-à-dire littéralement photo-écriture. La surimpression d'une image sur l'autre. On va beaucoup plus loin dans l'utilisation de la photographie, c'est-à-dire on va penser quelque chose qui va servir de vocabulaire pour ce nouveau langage. L'image, avec le papier millimétré derrière, qui est tout aussi important, qui se retrouve dans son visage, en surimpression. La photographie a pris son vocabulaire, elle parle elle-même, mais en plus, elle se fabrique des nouveaux langages qui vont nous parler. Une parenthèse, une parenté, puisque c'est pas facile de voir ces translations, c'est pas ce qu'il y a le plus quand on fait une histoire de l'art plutôt par la monographie, mais Lissitzky est fan de Kurt Schwitters, que voici en photo, qui est le prince du photomontage et surtout du collage.
Et voici une superposition de leurs deux visages dans un montage fait par Lissitzky en 1925. Des jeux, en fait. C'est aussi voilà, de la photo. Pour rappel, la photo, c'est en argentique, donc tu testes et puis tu développes, et après, tu sais si tu as bon. Hein. Pour ceux qui ne connaîtraient que le numérique, c'est assez bizarre de ne pas avoir d'écran de contrôle pour savoir ce qui va se passer. Donc, un jeu de superposition dans son studio, on est dans les années 26. Et puis, une autre œuvre qui est de grande importance chez Lissitzky, c'est que ce coureur qui a l'air de courir dans les États-Unis, c'est un jeu de superposition, un jeu de flouté, de découpage, et puis d'abstraction par disparition des formes, puis de répétition. Voilà, ce Runner in the City, le coureur dans la ville 1926, qui est à New York, devait décorer un stade, et ça ne verra pas le jour, mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement cette œuvre est aussi un petit chef-d'œuvre, mais il va en faire une autre version en justement redécoupant l'ensemble. Voilà, le jeu découpe, le jeu de... Et vous voyez que ces découpes sont assez subtiles puisqu'on a une découpe large puis noire qui, avec la petite oblique qui est là, donne un effet de profondeur. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, un jeu de superposition, puisque Lissitzky voyage beaucoup. Avant de revenir, il a, avec ses prendre, ses prototypes d'art qui seraient autre chose, il va assez loin puisqu'il va transformer totalement la façon de faire de la scénographie. L'espace, c'est pas seulement un trou de serrure, c'est pas juste une image plate, c'est on vit dedans en fait l'espace. L'espace, c'est on veut être avec. Donc dans la grande expo d'Hanovre de 1927, Lissitzky va installer une salle scénographiée, on pourrait dire ça avec un terme d'aujourd'hui, dans lequel ces tableaux, sculptures, architectures vont déborder et dans lequel le corps du spectateur va devoir intervenir puisqu'il faut y aller, il faut le voir, ça c'est pas avec les petites photos que je vous montre, il faut se déplacer. Même problématique pour Lissitzky, même si en 1928, il y a une association d'octobre qui a une section photographique que monte Boris Ignatovitch. Dedans, Rodchenko, Lissitzky, Klutis, qui sont tous membres, puisque l'enjeu de la transformation stalinienne, c'est celle de répudier, de mettre en arrière, et c'est le problème qu'on va rencontrer avec Rodchenko dans les petites 8 minutes qui me restent, de faire trop esthétique, en fait, d'être trop marqué par l'avant-garde du Bauhaus, d'être trop séduit, en fait, par cette avant-garde qui vient de l'Ouest, et donc de la renier. Le pouvoir en place va demander de renier l'ensemble, et donc la photographie qui avait servi comme matériau, comme jeu, je l'ai beaucoup dit là, et je trouve que cette question d'oblique montre bien ça. On va le voir tout de suite, voilà, Lissitzky est à Paris, et puis la fin de sa carrière est tout aussi triste. On va voir avec Rodchenko comment la photographie passe du collage, d'un langage pour photomontage à du simple reportage, en fait. La fin de la carrière de Rodchenko, j'y viens maintenant. Lissitzky il tombe très malade, il est en Suisse pour se soigner, il a besoin de beaucoup d'argent, il va faire cette première publicité pour Pélican, et il invente littéralement la typo pour la publicité, on est dans les années 29. Et le Lissitzky de la fin fait plutôt peur, puisque il meurt en 41 après avoir réalisé sa dernière affiche de propagande pour encourager les ouvriers à construire plus de chars pour la lutte contre les Allemands. Fait plutôt peur parce que les photomontages que va faire Lissitzky là directement pour le pouvoir stalinien, j'ai pas de leçon à donner. Moi, je sais pas du tout. J'aurais été transi de peur et j'aurais fait je sais pas quoi. D'ailleurs, j'évite de me poser l'idée. On voit que cette type de typo va influencer la merveilleuse école de typographie et d'affiches suisse dans les années 30-50. Voilà, ça redevient quand même, ça redevient un plan-plan, c'est-à-dire, alors c'est pas facile à dire, est-ce qu'on pourrait aller vite en disant, bon voilà, c'est une idéologie de meurtre au service d'un seul et même homme, ben, on pourrait aussi dire, bon voilà, Lénine c'est pareil, pourquoi est-ce que c'est génial avant? Alors, je peux tenter une petite explication. C'est pas facile hein, comme question. Vous me donnerez la possibilité de me tromper. Il y a moins d'obliques.
Vous allez me dire, il y a moins d'obliques. Oui, mais quand c'est oblique, déjà le personnage a plus de dynamique, mais on le reconnaît moins. Il y a moins une stature, il y a moins un côté un peu solennel, un peu divin. Le côté hiératique, c'est le mot veut dire sacré. On est de face, on est frontal, on a les mains qui sont ouvertes ou on a un signe qui dit quelque chose. Et cette tenue, en fait, cette espèce de… Alors oui, si on donne un équivalent au théâtre, c'est grandiloquent, c'est un peu emmerdant. Voilà. Si je me mets à déclamer en étant un peu bien droit et en battant la mesure avec ma main, c'est chiant déjà. Dès que c'est dynamique, c'est plus ce qui est dit, c'est plus la posture de celui qui le fait qui est intéressant. C'est autre chose qui se dit en fait. C'est l'entre-deux entre l'action et la réaction. C'est l'énergie de ce qui est en train de se passer. Voilà, on est où, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi tous ces trucs en même temps. Voilà, c'est le temps superposé en fait qui devient le sujet. Et quand la commande politique est trop forte, quand le discours prend le dessus, la forme devient suiveuse. Là, on a un petit schéma qui montre voilà, le Profiterne, quel est le programme à venir pour tout le monde. Elle fait flipper parce que ce montage, on a des monstres qui sont déjà là, 3 yeux, 2 têtes. Ça fait carrément flipper. Nijinsky meurt en 41. Il a quand même fabriqué aussi comme merveille, inspiré par les machines et les rotatives, des systèmes d'affichage tournant. Génial. Voilà, les Lissitzky avec une exposition il n'y a pas très longtemps non plus. 4 minutes pour Rodchenko. J'en ai parlé dans une vidéo déjà. J'ai dit qu'il y avait 9 raisons pour dire que Rodchenko était un génie. Vous n'avez qu'à regarder, je ne me rappelle plus, mais c'était génial. Rodchenko, proche Alexandre Exter, Stepanova, c'est-à-dire toute une école. Regardez bien la posture, on va le retrouver un peu plus tard. Toute une école de création collective commune. Rodchenko, presque en même temps que Malevich, décide lui aussi de terminer la peinture, non pas avec un carré blanc sur fond blanc, mais avec 3 grandes toiles, une rouge, une bleue, une jaune. Et c'est la fin de la peinture. C'est l'icône absolue et la fin de la peinture, et il n'y reviendra pas. La peinture, c'est autre chose. Je cherche la citation, voilà. En 1923, le 2e numéro auquel participe le premier groupe de travail des constructivistes et le Front de gauche des arts qui publie un magazine d'avant-garde qui s'appelle Left, dans lequel 1923-1925, dans lequel Rodchenko va faire la typo, les photos, la mise en page. Dans ce 2e numéro de 1923, les artistes doivent, écoutez bien, cesser d'assembler des couleurs sur des toiles mangées au mythe, cesser de décorer la vie facile de la bourgeoisie. Il y en a marre des images. Alors la question de la photo, c'est ça. Est-ce qu'on fait une photo abstraite? Est-ce qu'on fait une photo avec des gens dessus qui sont contents de travailler? Ou est-ce qu'on fait, oh là, l'art est mort, cessons notre activité spéculative, c'est-à-dire pas besoin de spéculer, de réfléchir, là. C'est la réalité qui nous intéresse, c'est le truc en vrai. Alors il s'agit peut-être de rendre héroïque, et Rodchenko est un génie, je le redis. Basculement des plans. Basculement des plans vers l'avant qui montrent la ville, qui montrent la frénésie de la ville. Et si vous avez en tête l'homme à la caméra de Vertov, vous voyez ce qu'il doit à Rodchenko. Ils sont vraiment simultanés. Et c'est bien difficile de départager lequel influence lequel. Bascule vers l'avant, bascule vers l'arrière, qui fait qu'on a sur des bâtiments un langage qui devient de la géométrie pure. Des éléments qui servent d'arrière-fond, mais un arrière-fond qui est tellement présent qu'il est tout aussi dynamique que le personnage. Toutes ces photos sont de Rodchenko. La grande tour devient non plus seulement un support pour l'électricité et les télécommunications, mais un jeu graphique visuel, un jeu d'abstraction qui doit devenir beau en soi. Même chose avec les structures des bâtiments. Et même chose, on voit le clin d'œil au cuirassé Potemkin avec ce rythme extraordinaire de marche qui, par l'isolement, voilà encore un des langages de la photographie qui se développe, basculement, contre-plongée, plongée, décadrage, c'était la merveille de la première. Le personnage a l'air de regarder, on ne voit pas ce qu'il regarde, mais on voit encore l'amorce de ses yeux ici. Beau gosse,
slippé du jour et avec des éléments blanc-noir très très forts. C'est-à-dire il y a un contraste, sa peau a l'air très foncée avec ce slip qui a l'air très blanc, de façon presque artificielle. Hein. Si la lumière est ici, il devrait être beaucoup plus foncé. Voilà, le travail du contraste va jouer pour dynamiser. Ce n'est pas seulement parce que c'est oblique et que cette ligne parcourt du bas jusqu'en haut en passant quasiment par le milieu. Ce n'est pas seulement parce qu'il regarde et que son regard se découpe sur un fond blanc. C'est aussi parce qu'on a des dynamiques blanc-noir qui s'alternent. Et blanc, noir, noir, blanc, blanc, noir. Voilà. C'est tout un tas d'éléments qui plaquent, 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 plaquent. Ça se colle bout à bout et le regard est entraîné, en fait. Le regard est dans une dynamique comme s'il descendait les marches. Même chose avec des rouages de rotative et des plongées de plus en plus extraordinaires que ne renierait pas du tout Cartier-Bresson. Et c'est complètement mangé là-dessus. Cartier-Bresson est très influencé. Après, on est dans les années 50 par la géométrie de l'abstraction, mais de la même façon que Rodchenko le fait. Voilà, des images de la vie de tous les jours qui se retrouvent dans la presse parce que dernière chose qui fait partie de ce non-bourgeoisie, de ce dépassement de l'auteur, de ce message qui doit passer, c'est qu'on attend des artistes qui soient dans les journaux, dans les revues, dans les magazines, qui soient dans le système de production, en fait. On ne veut pas des artistes dans les musées, on s'en fout. Il faut que ça soit là avec nous. Il faut que ça nourrisse tout le monde. Le chef-d'œuvre de Rodchenko, enfin, le chef-d'œuvre Femme Olaïka, c'est une merveille, mais ce ne serait pas forcément le préféré. Et puis, ma conclusion, Mayakovsky, voilà, tu as vu ta gueule de poète, on dirait, moi j'aime bien l'expliquer comme ça, Mayakovsky, un nuage sans pantalon, on dirait Léo Ferré quand il est de mauvais poil, quoi. Poète, vos papiers, ta gueule. Vous voyez, on se dit, c'est pas comme ça que ça parle un poète, enfin. Non, on peut le prendre en photo, il a le crâne rasé, les stylos de l'ouvrier, mais chez Rodchenko, on peut recadrer pour qu'il y ait de moins en moins d'éléments qui viennent détourner l'attention et que les habits soient seulement par le cadrage un tout petit élément d'information, mais pas spécialement pour montrer que ce sont des intellectuels. Voilà, le cadrage chez Rodchenko, c'est de partir d'une plaque de presse et puis la recentrer et puis la basculer. C'est partir d'un élément de la vie de tous les jours, les fanfares, la collectivité, et puis en faire une sorte de figure héroïque, à la fois un héros, son nom, et un héros qui est celui qui nourrit les autres de sa musique. Voilà, des photos dans des groupes de presse, et puis un zoom à nouveau recadré. Mayakovsky rasé, un poète avec plus d'habits de poète. Et puis, ces éléments de bascule qui font le style de Rodchenko de contre-plongée incroyable qui donne de l'abstraction, en fait, puisque vous voyez que quand on est au-dessus, ben, on voit plus bien les personnages et puis on a du mal à savoir entre l'ombre et le personnage lequel est lequel. Le portrait de sa mère, pas de sensiblerie, pas de trucs maman, tout ça. Et c'est pas si brutal que ça, il y a une espèce de douceur dans les nuances de gris, dans les plis, dans le geste de la main, dans ce qu'elle est en train de faire. C'est pas un truc de brut. C'est vigoureux, mais c'est fait avec une idée derrière. Voilà, ses amis intellectuels, Lily Brick, la sœur de Elsa Triolet, visiter à Saint-Arnaud-en-Yvelines la maison de Triolet-Aragon, on y trouve des traces de Lily Brick, qui est une femme extraordinaire. La voilà, qui donnera des poèmes pour Mayakovsky merveilleux. Voilà, un jeu de superposition. Mayakovsky avec des cheveux, le travail collectiviste dont j'ai parlé, des jeux pour les enfants de Rodchenko, des photos. Vous voyez, la photo, elle est où? Les figurines sont éclairées de telle sorte qu'elles commencent à raconter une petite histoire. Et la photo est là. La photo a son propre langage et peut dire des choses qui sont nouvelles dans un monde où avant on était dans l'illustration. La photo peut montrer les objets, peut montrer les réalisations, peut montrer la technicité, peut montrer le monde qui est autour de nous. Et puis la photo peut montrer aussi Brick, l'ami de Rodchenko, qui, voilà, le cheveu rasé, je l'ai dit, on est en 24 aussi.
L'œil droit a disparu, puisque à l'intérieur, c'est le lettrage LEF, le magazine que je citais, la typo qu'avait créé Rodchenko, justement. Et Brick va publier dans cette revue un essai qui loue le fait que Rodchenko ait abandonné la peinture. Il le félicite pour ça. Et puis, les habits dont je parlais qui n'apparaissent que par morceaux. On pourrait préciser, on le voit peu, mais la signature qui est en bas, qui est presque comme une typo, qui est plus tout à fait la grande signature. Rodchenko va faire travailler avec Shostakovich, Meyerhold et Mayakovsky sur cette punaise des décors, des vêtements, des décors qui bougent, des éléments de sculpture, des éléments qui jouent avec l'environnement, des mobiliers, des lampes de chevet, des fauteuils club. Voilà. Est-ce que les artistes ne pourraient pas être là pour ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, s'il vous plaît, messieurs les artistes, vous allez me dire, on a du design. Je vais vous donner un exemple punk inattendu. Si vous allez à une crémation, mais qu'est-ce que c'est moche, tous ces objets dans lesquels on se retrouve là? On est assis sur des trucs moches, avec un décor moche, alors que c'est tout triste. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un truc qui soit joli comme ça, qui soit dessiné? Et c'est ce qui fait que l'idéologie qui est en dessous, il y a Lénine, il y a le fait que personne ne doit dépasser d'un cheveu, mais il y a quelque chose qui est intéressant dans la mission que l'art peut accomplir et dans le fait que, voilà, c'est quand même assez chic, on a des lampes et une vitrine pour affiche de Lénine. Tout le monde n'a pas ça. Voilà. Tout peut être dessiné. Le design arrive, il a été inventé dans ces années 1880, mais en 1920, il s'associe au système de production pour produire table et jeux d'échecs, marques, typos, emballage, éléments de cinéma. Tout est au service d'un discours, mais tout est au service d'un discours global. C'est presque la seule fois qu'on verra ça. On pourrait le mettre juste dans la société capitaliste dans laquelle on baigne, dans laquelle tout est fait pour vendre. Voilà, tout peut servir à ça. Et la photographie est là. La photographie, vous voyez, elle est dedans. Elle est le visage de Lily Brick en train de hurler l'air joyeuse est suffisant. Mais le chef-d'œuvre, c'est que le texte est entré dans l'image et que l'image, elle n'est plus tout à fait la même quand il n'y a pas le texte. La conclusion, tout le monde connaît Vertov, cet homme à la caméra que vous pouvez voir, c'est libre de droit maintenant, on est en 29. Le jeu de superposition, le jeu de surimpression, le jeu de décalage de l'image, de saturation et de jeu avec la musique pour un film qui n'a pas de dialogue, qui n'a pas d'histoire. On est dans de la radicalité et un film qui est tout à fait regardable avec plaisir. Alors, une petite touche de poésie pour finir. En 1917, Shostakovich, Mayakovsky étaient déjà là. Et puis, les phrases de Mayakovsky peuvent vous accompagner jusqu'au mois prochain. Il nous faut arracher la joie au jour qui file. C'est un programme. C'est à la fois du slogan publicitaire, enfin, ça pique l'efficacité du slogan publicitaire et ça l'amène du côté de la poésie. Sur une flûte de vertèbres, c'est du Mayakovsky aussi. À vous toutes qui avez plu ou qui plaisez, icône conservée dans la grotte de l'âme comme une coupe de vin à un banquet, je lèverai mon crâne plein de poèmes. La puissance imaginative, figurative, en fait. Je me demande toujours plus souvent s'il ne vaut pas mieux mettre une balle au point final à ma vie. Aujourd'hui, je donne en tout cas un concert d'adieu. Et pour info, le Mayakovsky va se suicider d'une balle dans le cœur. Il va utiliser, comme les photographes qu'on vient de voir, nous venons des millions de sans-dieux, de païens datés. Voilà, il est sur une autre idéologie, il est à la naissance de ça, et il pressent sans doute que ça va mal finir d'ailleurs, et par le front le faire rouiller, tous avec ferveur faire prière à Dieu, sort nom d'une douce couche étoilée, Dieu de fer, Dieu de feu, Dieu ni Mars ni Neptune, Dieu homme. Voilà le programme qui est annoncé. Le système de rupture de la phrase qui fait que l'acier raye la soie des mains toute une heure, le couchant fixer ses yeux. Il explose la langue russe, il explose la poésie. Et le système de
il est en même temps qu'apollinaire. Hein. Le système de rime, de rupture, vous voyez, le pourquoi est au milieu de la phrase. Tout est fait pour jouer avec ce qui existait avant. Et l'équivalent avec nos trois photographes, c'est ça, c'est que la photographie aurait pu montrer le monde. Maintenant, elle est devenue un élément qui nous permet de jouer avec ce monde. J'ai tendu mon âme, on va se quitter sur ça. Comme un câble au-dessus de l'abîme, et jonglant avec les mots, je m'y suis balancé. On a bien envie de connaître la suite, ça va mal finir, vous l'avez compris, j'ai dit la fin avant la fin. Mais d'un seul coup, pour ceux qui n'aimaient pas la poésie, pour ceux qui n'aimaient pas l'école avec des rimes riches et les poètes qui ont des grands cheveux romantiques, d'un seul coup, il y avait du vent à l'intérieur. À bientôt.